Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens d'une dizaine de minutes. C'est en alternance, un coup l'un et un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager le programme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui a touché à sa fin en France le 12 juillet dernier avec la sortie de son ultime et 34e tome, j'ai nommé Fire Force. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, Maxime, hein? Alors c'est parti. Sérieusement, parce que là on va marcher sur des braises dans un monde qui part complètement en flammes avec Fire Force. C'est trop. Alors c'est parti pour une émission brûlante, effectivement. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nounès, Mathieu Anneman et Antonin Lacombe. Vraiment un exercice de style qu'il a fait. Il y a une multitude de personnages. Il a une galerie de personnages qui est hyper bien pensée. Moi j'ai trouvé ça exceptionnel dans le fait de pouvoir faire avancer justement tous les personnages dans leur psyché et dans leur développement. Pour nous éclairer aujourd'hui, Mathieu Anneman, chef de produit marketing aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde, je me désolidarise de toutes les blagues de Antonin sur cette émission. Antonin Lacombe, justement, journaliste spécialisé BD, comics, manga, notamment pour les magazines Manga Kids, Japan Live ou Japan Max, est avec nous. Salut Antonin. Salut tout le monde, je suis prêt à m'enflammer, tout va bien. Et enfin Stéphanie Nounès, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Salut tout le monde. Alors je suis Antonin mais je n'ai pas de blague, mais je me solidarise avec lui. Cet été, vous avez décidé d'offrir aux lecteurs de Fire Force une fin en apothéose avec une édition collector qui vous a même obligé à repousser la sortie du dernier tome, c'est ça? Elle est trop belle, ouais. Elle est belle, mais ça a été une sacrée galère. On y est depuis pas mal de mois et on a dû faire pas mal d'allers-retours avec Kodansha, puisqu'effectivement, à la base, on devait plutôt sortir le tome 34 fin mai et on a dû du coup repousser la sortie pour coller à Japan Expo. On est déjà très content de pas avoir eu à repousser plus loin. Donc voilà, maintenant elle est là, elle est belle. On vous conseille, si vous êtes fan de Fire Force, d'y aller parce que elle est quand même super quali et les illus sont magnifiques et le mini artbook est vraiment très cool. Et sachez que voilà, notre service éditorial a vraiment sué pour l'avoir et pour que vous l'ayez entre les mains. Donc profitez-en. Carrément. Et gros coup de cœur pour le service édito qui a taffé comme de franchement, ouf sur cette édition. Bien joué à eux parce qu'ils ont rien lâché, alors que voilà, honnêtement, il y a un moment où... C'est à la hauteur de la série, je dirais. C'est super de pouvoir finir, entre guillemets, sur un dernier tome, à faire un truc un peu exceptionnel pour quand même marquer le coup. Bah, c'était l'idée, hein, avec aussi l'opération 3€ dont on reparlera peut-être, mais on voulait vraiment finir le coup, on voulait marquer le coup, en fait, pour la fin de Fire Force, parce que c'est comme tu le dis, c'est une super série. Ouais, et le dernier tome est à la hauteur. Enfin, okay. Il est incroyable. Ouais. Et il y a vraiment une boîte d'allumettes que vous allez vendre avec ou pas? Un briquet. Cette émission est en deux temps. D'abord garantie sans spoil sur les premières minutes, puis à un moment donné, soyez attentifs, je vais vous prévenir, on va parler un peu plus librement, et puis dans la dernière partie de l'émission, on parlera directement de la fin de Fire Force. Donc là, il faudra avoir lu Fire Force. Fire Force, le résumé, de quoi ça parle? On est dans un monde où l'humanité est menacée et doit faire face à un étrange phénomène, la combustion spontanée de citoyens sans lien apparent les uns avec les autres. Un peu partout, en effet, il y a des individus qui sont touchés par une mystérieuse affliction enflammante, funeste. Et pour lutter contre ce fléau et enquêter sur cette affaire, il existe donc la Fire Force, des sortes de pompiers de l'extrême qui, pour la plupart, sont dotés de pouvoirs de manipulation du feu. Et c'est à travers les yeux du jeune Shinra Kusakabe, surnommé le garçon au sourire de démon, que l'on découvre cet univers avec une plongée dans une conspiration théologique un peu sans précédent. Au début de la série, Shinra, il intègre la 8e brigade et en plus de ses activités habituelles, cette brigade qui lutte contre les incendies et les combustions spontanées a pour tâche de surveiller les autres compagnies de Fire Force parce qu'il est possible que ces énigmatiques torches humaines ne soient pas si naturelles que ça. Et donc pour Shinra, cette entrée dans la Fire Force, c'est un peu le bordel et c'est aussi une façon pour lui de renouer avec son passé, d'en apprendre un peu plus sur lui-même évidemment et sur sa famille. Assurément
Vraiment, c'est pas un garçon très commun. Et avec lui, l'occulte va tutoyer les affrontements grandiloquents. Donc, pouvoir de feu, humour, baston au style assez hors du commun sont les clés de cette série qui sait marquer ses différences, à commencer par le style graphique de son auteur, Atsushi Okubo, Antonin. Complètement. C'est un jeune auteur. Bon, c'est sa deuxième grosse série, mais il a commencé. Sa première n'était pas raisonnablement longue, on va dire. Elle s'appelle Soul Eater. Et par contre, c'est quelqu'un qui a vraiment l'art de trouver des thématiques très originales et à contre-courant. Il crée des mondes complètement à lui. Soul Eater, c'est un monde complètement inspiré de Tim Burton, surtout de l'Afro-Noël de Monsieur Jack. Et en même temps, il aborde des thèmes un peu bizarres pour un shonen, la folie, la démence, la mort. Voilà. Mais avec à chaque fois sa petite couche, son vernis à lui, c'est un humour bien rigolo en même temps par-dessus et un petit peu absurde. Voilà. Donc ça, c'était sa première série qu'il a sortie en 2004, qui était dans un mensuel. Voilà. Et ensuite, à la suite de ce succès-là, parce que la série s'est terminée avec quelques spin-offs et autres, il a qui lancé... était chez Square Enix à l'époque. C'est ça. Et là, il est passé dans un hebdomadaire, donc le Weekly Shonen Magazine. Donc c'est vraiment une des institutions les plus anciennes du Japon, qui est un petit peu la porteuse du shonen manga et autres, et qui, entre guillemets, quand même, sort du lot. Voilà, il a vraiment abordé des choses un petit peu différentes, et son jeu à lui, c'est toujours de se poser beaucoup de questions et de se remettre en question les standards actuels. Voilà, donc il va beaucoup questionner et réfléchir sur le manga de shonen, sur le héros et tout ça, et c'est ça qui va alimenter vraiment son monde. Et là, en plus, il a décidé d'ajouter une image qu'on a tous à travers le monde, la grande image du pompier. Et même un petit peu plus. Alors moi, je vais faire une petite anecdote personnelle. C'est depuis que j'ai vu brûler l'immeuble où je vivais l'année dernière, j'ai porté vraiment un autre regard sur les pompiers. Voilà. Et leur rôle et leur soutien, et surtout tout l'espoir qu'on met en eux. Voilà. Et en fait, il y a deux métiers comme ça. Il y a les pompiers et les ambulanciers, en fait, et les urgentistes. Les urgentistes, entre guillemets, bon, ils sauvent les vies. Les pompiers, ils sauvent les vies et ils risquent la leur. Voilà. Et il y a vraiment, en plus, ils arrivent avec un énorme équipement pas possible. C'est des vrais chevaliers et autres. Et vraiment, il y a une attention toute particulière. Et franchement, c'est très bien trouvé ce qu'il fait. Et en plus, c'est pas dans le monde de Fire Force, vous avez des vrais pompiers. Voilà, parce qu'en fait, les torches humaines, quand elles se déclenchent, elles foutent des incendies partout. Mais tant que les torches humaines ne sont pas exorcisées, on va le dire comme ça, ou envoyées ad patresse avec toutes les bénédictions qui vont bien, ça continue à foutre le feu partout. Donc la Fire Force, elle sert à ça. Elle sert d'abord à les bénir, en fonction du culte du dieu soleil, c'est le culte, la religion de Fire Force. Et à partir de là, donc en fait, ils ont ce double rôle d'être autant ambulanciers que quelque part policiers, pompiers, l'extrême, pour les gens qui s'enflamme. Et l'idée est super bien trouvée parce que c'est vrai que quand on pense aux pompiers, on a toute une imagerie qui nous vient en tête, donc l'uniforme, l'équipement, le gros camion rouge, la grande échelle. Donc là forcément lui pour Fire Force ça a laissé libre cours à tout un imaginaire qui est vraiment cool. Donc évidemment vous le verrez, anecdote quand même dans le manga, mais à la base Fire Force, la 8e brigade, elle s'appelait pas comme ça, elle s'appelait Fire Squad de mémoire, et il a dû changer Fire Force car c'était plus commun à l'international, et donc c'est devenu la Fire Force avec tous ses équipements, le casque, le sticker 8e brigade dessus. Enfin, il s'est servi en fait d'un univers qui était déjà bien fourni dans la réalité avec un imaginaire qu'on avait nous, pour lui arriver, mettre le sien et après développer tout un univers délirant. Moi, c'est comme ça que je décris Okubo, c'est que c'est un délire, mais un délire cohérent parce que quand tu lis son œuvre, tout se tient en fait. Complètement. Et à savoir quand même que ce sont des pompiers qui n'utilisent pas d'eau. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils n'ont que des pouvoirs qui sont issus du feu. Et là, c'est vraiment un exercice de style qu'il a fait. Il y a une multitude de personnages plus cool les uns que les autres. Parce que vous imaginez 8 brigades, avec chacun un capitaine, un commandant, un mécanicien, On y reviendra, Antonin. Voilà. Oui, là, tu dis beaucoup trop de choses et on a tous notre personnage préféré. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Où est passée la grande échelle? Quels sont vos personnages préférés dans Fire Force? Benimaru. Ouais, mais je savais qu'il allait dire ça, donc je pouvais pas dire ça. Alors, Moi, j'aime beaucoup Vulcain aussi. Alors, explique un petit peu qui c'est Alors, Benimaru. Benimaru, capitaine de la 7e brigade, et ce qui est ultra intéressant donc dans ce que vient de vous expliquer Antonin par rapport à la 8e brigade, c'est que toutes les brigades ont plus ou moins un background. Donc certaines sont plus ou moins liées à l'armée, d'autres sont plus ou moins liées au culte et à la religion, et d'autres sont vraiment liées à l'organisation des pompiers. La 7e, pour le coup, elle est vraiment à part, elle est plus conservatrice, elle vit dans son quartier, elle veut n'avoir affaire avec personne d'autre, et elle est menée du coup par Benimaru qui est le capitaine et qui est
le plus fort. Communément appelé, voilà, Ouais, l'homme le plus fort, clairement, c'est lui le plus fort à la bagarre. Voilà. Autrement appelé le Sasuke de Fire Force. Alors, Oui, pas mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a ce côté C'est vrai. dark. C'est Dark, vrai. un peu sombre, un peu ténébreux. Voilà. Mais Il c'est aime pas- beaucoup la picole quand même. Hein. Sasuke, il buvait pas trop. je Ouais, crois. et vous allez voir, dès qu'il arrive, de toute façon, c'est ce qui est cool, c'est que dès qu'il arrive dans la série, déjà, c'est souvent synonyme de grosses bastons qui claquent, ce qui est quand même toujours un petit plus positif quand on lit un shonen, et qu'en plus de ça, le personnage est rigolo, se prend pas voilà, forcément au sérieux tout le temps, et il est trop stylé en fait. Vous verrez, mais c'est juste. Alors, par rapport pour rebondir un peu sur ce que disait Mathieu, en fait, vous avez toutes les brigades qui sont associées, dont quelques-unes qui sont aussi associées au gros complexe militaro-industriel. Hajime. Effectivement, Hajime. Voilà, parce qu'effectivement, c'est un monde un peu particulier, on va revenir dessus, mais qui est issu d'un énorme cataclysme qui a eu lieu 250 ans avant, qui a à peu près rasé les 3/4 de la planète, voilà, et qui a transformé tout ça en volcan géant et compagnie. Et donc, en fait, ce qui reste, c'est l'Empire du Japon, et comment ça s'appelle, tout est alimenté par un réacteur Amaterasu, géré par le complexe industriel, super méga complexe industriel Aijima. Voilà. Donc il y a un monde déjà, et depuis que ce grand cataclysme arrive, entre guillemets, les torches humaines commencent à s'allumer à droite à gauche sans trop savoir pourquoi. Mais c'est là où tu as les clés de l'intrigue, c'est-à-dire que tu as l'ingrédient de la conspiration, l'ingrédient de la théologie, de la secte/religion, Illuminé. l'ingrédient des illuminés, ouais, de ceux qui veulent suivre les yeux fermés. Ces personnages aussi animés d'une passion qui est complètement folle, qui est complètement bouillante. Qui est dévorante. Ouais. Et ces pouvoirs autour du feu, où tu te dis que là, l'auteur, il se met tout de suite des limites. Tu dis, bah attends, dans n'importe quel manga, tu veux mettre des pouvoirs, bah il y en a qui ont des pouvoirs du feu, c'est des pompiers, donc il y en a qui auront des pouvoirs de l'eau, d'autres ils auront des pouvoirs de la glace, d'autres ils auront des pouvoirs de la destruction. Non, là ils ont tous des pouvoirs du feu. On aime Même le feu. même s'il arrive à faire de la glace avec le feu. Parce qu'il y a quand Exactement. même, dans Fire Force, il y a beaucoup d'explications très scientifiques, Physique, ouais. physiques sur tout ce qui tourne autour du feu pour faire de l'eau, la condensation, le truc et tout. C'est hyper intéressant. Mais pour rajouter sur ce que tu disais, Maxime, c'est aussi, je trouve qu'il a une galerie de personnages qui est hyper bien pensée. En fait, tu t'attaches forcément dans chaque brigade à quelqu'un. Et à la fois ceux qui ont des pouvoirs, mais aussi ceux qui n'ont pas du tout de pouvoir, ils sont aussi hyper badass. C'est quoi. sans Il savoir arrive- s'ils sont gentils ou méchants en plus. Voilà. Ce qui est exceptionnel, c'est que quand tu Ouais. lis Fire Force et que justement tu découvres le monde avec l'armée, la religion, tout ça, en fait au début, si tu es vraiment dans un carcan de shonen classique, tu te dis ils sont tous méchants. En fait, au début, tu dis derrière le complot, ça pourrait être à la fois soit la religion, tous soit les gentils. entreprises Hajima, ou tous gentils. Et il y a On un s- autre on sait pas, méchant en fait. derrière qui va C'est le arriver. bon côté de Ouais, voilà, c'était Voilà, vraiment c'est ça. optimiste. Ton préféré, c'est Arthur. Mais alors, c'est hyper dur. Alors moi, j'aime beaucoup Shinra. Je trouve qu'en vrai, c'est pas un héros comme les autres. Ah bah, Alors, à part qu'il est animé, qu'il veut être un héros malgré son sourire de démon, il est quand même, il est pas bête. En fait, je trouve qu'il n'a pas ce côté ingénu que peuvent avoir les héros de Neketsu classiques. Il réfléchit et des fois, il te sort des théories qu'on n'attend pas forcément du héros classique de shonen en fait. On l'attend du comparse qui réfléchit un peu plus, etc. Lui, en fait, il arrive avec des vraies propositions qui tiennent la route. Il est calme et posé. C'est Et- rigolo, mais il s'enflamme très peu en fait. Alors, Alors, bah, je vous Oh là propose là, de continuer la discussion en se libérant un petit peu la parole et en spoilant. allant un peu jusqu'au tome 15, 20, 25 à peu près. Allez-y, Alors, sentez-vous libre. Et donc parlons de ce héros et de cette façon qu'Okubo a eu de définir Shinra. c'est un truc un petit peu particulier parce qu'en fait, il a voulu, voilà, au moment où il a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait quand il a préparé sa deuxième série, donc Fire Force, il s'est quand même rendu compte que les grandes tendances, c'était un petit peu négliger la vie et qu'entre guillemets, où les personnages, entre guillemets, étaient des valeurs un petit peu qui pouvaient disparaître. On va pas parler de l'attaque des titans, mais bon, voilà, c'est un petit peu cette tendance-là. Voilà. Et il a voulu prendre le contre-pied là-dessus. Il disait non, moi j'ai vraiment envie de faire le contraire et de parler du poids d'une vie et toujours en opposition avec la mort. Voilà. Et quoi de mieux que justement d'amener des gens qui sont là pour sauver les vies au cœur de cette réflexion-là. Et il a vraiment aussi voulu réfléchir sur le rôle du héros en disant ok, c'est pas quelqu'un qui fonce tête baissée, parce qu'un pompier ça fonce pas tête baissée.
Ça peut pas foncer tête baissée, sinon ça s'enflamme et ça crame tout de suite. En fait, hein, voilà. Il essaye au début, puis. Ouais, voilà, effectivement. Et sa grande force aussi, c'est vraiment un monde, et un pompier, ça sauve tout le monde. Que vous soyez bon ou mauvais, ça sauve tout le monde. Il est là pour ça. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment son fil directeur qui va prendre vraiment de l'ampleur et qui va prendre tout son sens dans ce manga-là. Et ce qui était aussi un petit peu intéressant, c'est qu'en fait, ces personnages sont un peu des archétypes. C'est des personnages assez simples, entre guillemets, et ils sont ni bons ni gentils, mais il y a toujours, entre guillemets, dans ce manga-là, une seconde chance. Il y a toujours une rédemption, et chacun a la possibilité, puisqu'en fait, c'est vraiment chacun va se positionner, soit par rapport à ses croyances, à son culte, à ses valeurs et autres, et chacun va arriver à ses limites, même à un moment, entre guillemets, devoir s'affronter soi-même. Voilà, de telle façon à un petit peu comprendre qui est quoi et en fait de quel côté de la barrière il est, mais c'est juste un côté. Il n'y a pas de noir ou de blanc, c'est juste une position. Je viens de comprendre, s'affronter soi-même. Oui, qui est une des meilleures idées, hein, clairement, dans la série. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Dans le fait de pouvoir faire avancer justement tous les personnages dans leur psyché, dans leur développement, l'idée des doppelgangers, du coup, que vous verrez dans la série, donc qui arrive quand même bien après. Qu'est-ce que c'est qu'un doppelganger, Mathieu, au cas où, si je ne sais pas ce que c'est? Tu veux que je t'explique ce qu'est un doppelganger? Les Fire Force. un doppelganger, c'est un double de soi, en fait, voilà, ou donc dans le monde de Fire Force. Ouais, exactement, avec des... Le caractère est censé être opposé. Dans Fire Force, pour être plus précis, normalement, le doppelganger est l'image de ce que les gens se font de vous. Donc, c'est pas forcément vous, mais si les gens pensent de vous que vous êtes un gros faux furieux, votre doppelganger sera un gros faux furieux. Et donc, évidemment. Tu penses à Benimaru, non, quand tu dis ça? Oui, exactement. Benimaru, pour le coup, le doppelganger, c'est peut-être le moins exploité du monde parce qu'il l'a juste one shot et c'était incroyable. Exactement. Mais c'est ça, on s'y attendait pas. La grande force aussi de Okubo, indépendamment de remettre en question des grands standards du shonen, c'est vraiment sa rythmique, son rythme narratif. Alors ok, il est passé d'un mensuel à un hebdomadaire, mais il diffuse des informations très rapidement. Vous n'êtes pas à attendre 25 volumes que ça bouge et compagnie, mais il y a vraiment un rythme, et même sa densité de dessin est assez impressionnante. Mais c'est effréné en fait le scénario, parce que vraiment à la fin du tome 1, on voit deux personnages qui sont le Joker et je ne me rappelle plus le scientifique. Le scientifique. Le scientifique frisé. Oui. Et du coup, là, on se dit, oh là là, eux, j'en suis sûre, c'est les méchants. Et en Light. Et en fait, tu n'as rien compris du tout. Dès le tome 1, il connaît son tome 34. C'est incroyable. Il a vraiment tout. Il y a peut-être une notion alors peut-être pas de postmodernisme, mais c'est-à-dire qu'il est parti du principe qu'on avait lu suffisamment de mangas, qu'on était, ou que les lecteurs du Shonen Magazine étaient une génération qui avait eu accès à beaucoup plus d'œuvres auparavant, qu'ils avaient déjà lu suffisamment de choses, et que donc le tournoi, on va le faire au tome 2. 3 et on va le balayer et ensuite on va passer à autre chose, là où l'arc de l'examen dans les mangas 10 ans auparavant, c'était un énorme arc qui arrivait au tome 6-7 et qui allait durait prendre 10 du temps, tomes, bien sûr. Et là il s'est dit ok, ça on connaît, on a déjà vu, on balaye, nouvelle génération, nouveau lecteur, on passe à la phase suivante. Même les combats, ils sont trop stylés. Ils sont tous stylés, ils sont très courts, ça va très vite, et à part les combats de fin qui sont pour marquer, et on voit les pouvoirs qui montent en puissance et ça prend des proportions pas possibles, mais on reviendra sur les combats finaux à la fin de l'émission. Oui, parce que la fin est magnifique. Voilà, en vrai, vraiment, j'ai été rarement aussi agréablement surprise d'une fin de manga où t'es pas... Complètement. Bon, il a fini parce qu'il a fini, en fait. Voilà, et puis en plus, on sent on n'a pas eu l'impression qu'il ait eu des contraintes. Il a pu vraiment dire ce qu'il avait à dire et d'aller jusqu'au bout de son idée. Et ça, déjà... C'est même au contraire, c'est ultra dense, en fait. 34 tomes, on se dit, il aurait pu étaler beaucoup plus, mais non. Alors, ça peut paraître long pour les gens, 34 tomes, mais pour faire force, ça se lit vraiment, ça se lit vraiment très facilement. Quoi. Pas si long que ça, finalement, quand tu compares aux séries longues. Mais des fois, t'as des longueurs. Tu vois, des fois, tu dis, là, cet arc, il aurait pu être un peu long et tout. Il y a vraiment très peu d'arcs dans Fire Force. C'est 2 fois moins que Naruto, quoi. Tout à fait. Exactement. Mais par exemple, voilà, en plus il arrive à faire des petits clins d'œil dedans. Donc typiquement, il y a l'épisode du calendrier des pompiers sur quasiment 1 ou 2 chapitres. Oui, ça c'est drôle. Chez Kana, vous avez jamais eu envie de faire un calendrier des pompiers? Alors il y en a eu un off de calendrier. Alors il n'y avait pas les pompiers, juste le calendrier. Mais surtout notre éditrice, en fait, donc qui s'occupait de la série, a longtemps voulu qu'on essaye de faire le goodies calendrier des pompiers. Mais c'était assez compliqué pour essayer de récupérer toutes les élus, voilà, etc. Mais l'idée, évidemment. C'était les élus un peu
déshabillé de Okubo. Oui, pas des membres de Kana. Non, non, là on n'y était pas normalement, mais l'idée c'était vraiment d'avoir le vrai calendrier des pompiers en fait qu'on voit dans Fire Force, mais c'était pas simple à faire, donc voilà, on a malheureusement dû la laisser de côté. Je vous propose maintenant d'aller en aparté avec Julien Bouvard, maître de conférence en études japonaises à l'université Lyon 3, spécialiste du Japon donc, qui mène des recherches sur l'histoire du manga. Bonjour Julien. Bonjour. Nous allons, avec toi, nous intéresser plus en profondeur au magazine dans lequel on pouvait lire Fire Force au Japon, le fameux Weekly Shonen Magazine. Est-ce qu'on peut dire que c'est le principal concurrent du célèbre Shonen Jump dans lequel on pouvait lire Naruto, par exemple ? On peut dire ça. En fait, en France, on connaît assez bien le Jump, mais c'est pas du tout la seule revue de prépublication de manga au Japon. Il y a près de 200 titres différents qui paraissent chaque année là-bas. En revanche, il y a peu d'hebdomadaires, environ une dizaine, et Magazine donc en fait partie. Et alors, si ce n'est pas aujourd'hui l'hebdomadaire qui se vend le plus, puisque c'est le Jump qui a la première place, eh bien, Magazine a néanmoins une place cruciale dans l'histoire des revues, puisque c'est la première à être éditée à partir de 1959 en tant qu'hebdomadaire, et ce de manière conjointe avec une autre revue hebdomadaire, qui est le célèbre Shonen Sunday, édité par un autre éditeur, à un moment en fait où toute l'industrie de la presse se tournait vers des revues qui paraissaient donc toutes les semaines et non plus tous les mois. Il existait au préalable des mensuels et donc à partir de la fin des années 50, le rythme de publication des mangas est bouleversé, peut-être aussi bien évidemment le travail des éditeurs et encore plus celui des dessinateurs qui doivent aussi s'adapter donc à un rythme hebdomadaire et non plus mensuel. Et côté manga, alors quelles sont les grandes séries un petit peu fondatrices du magazine et qui ont marqué un petit peu son époque, enfin ses époques, parce qu'en 70 ans, il y en a eu quoi. Oui, c'est passé beaucoup de choses effectivement. Alors comme je disais, je pense que vraiment l'âge d'or de Shonen Magazine, c'est la fin des années 60, début des années 70, avec deux séries. Ashtanojo qu'on connaît en France, qui a été publié, et puis Kyojin Roshi qui est un manga de baseball extrêmement célèbre. Deux séries qui partagent d'ailleurs le même scénariste, qui s'appelle Kajiwara Ikki, et qui sont en fait vraiment les grands succès de l'époque. Et puis donc pendant la même période, comme je disais, il y a beaucoup d'influence du Gekiga, et donc on va retrouver des auteurs qui jusque-là publiés dans le système du Kashihonya, c'est-à-dire le système des mangas de prêt, dans Shonen Magazine. Je pense à Saito Takao, l'auteur de Golgo 13, Mizuki Shigeru, auteur de Kitaro, Umezu Kazuo, auteur de mangas d'horreur qu'on connaît bien, Nagai, le père de Goldorak et de Devilman, publie également dans cette revue. Bref, je pense qu'on a vraiment un âge d'or à cette période-là. Et puis peut-être un creux par la suite, peut-être la conséquence de l'arrivée de Jump sur le marché en 68, mais qui va surtout exploser au milieu des années 70, l'apparition de nouveaux dessinateurs d'une nouvelle génération qui vont proposer donc de la love comedy dans Sunday ou du manga comique dans Jump. Je pense que le magazine va avoir du mal à prendre le même virage jusqu'aux années 90 en fait, où là il y a un deuxième âge d'or qu'on peut identifier, puisque c'est le moment où au début des années 2000, le magazine va dépasser Jump en vente donc hebdomadaire. C'était le moment où Kindaichi, GTO ou encore Lovina dans un autre genre étaient publiés dans la revue. Donc c'est un moment, je pense, que la revue devait se vendre à peu près 3 millions d'exemplaires par semaine. Bon, aujourd'hui, hélas, le marché des revues de prépublication est moribond, comme vous le savez, et elle retourne aujourd'hui autour de 370 000 exemplaires par semaine. Merci beaucoup en tout cas, Julien, de ton expertise et de nous avoir raconté cette histoire du Weekly Shonen Magazine. Merci à vous, je vous en prie.
Retrouvez la version longue de cet aparté la semaine prochaine. Place aux recommandations maintenant. Et d'ailleurs, maintenant que vous avez fini de lire Fire Force, parce que dans un instant, on va vous parler de la fin de Fire Force. Donc, à partir de dans 3 minutes, il faut avoir lu la fin de Fire Force si vous voulez pas être spoilé de cette fin. Mais maintenant qu'on l'a fini, qu'est-ce qu'on peut lire une fois qu'on a terminé de lire Fire Force ? Eh ben, pour rester un peu dans l'univers Dragon Chevalier, hein, par exemple, moi je proposerais bien Ragnar Crimson quand même, qui avec cet univers de fantasy pas urbaine, mais voilà, avec un petit peu tout le côté fantastique qui va bien avec et ces espèces de... Rien à voir, mais c'est très drôle parce qu'en 2018, on avait reçu Atsushi Okubo, donc auteur de Fire Force, à Japan Expo. Et il était très sympa. Petite anecdote, c'est quand même un auteur hyper sympa. Son rêve, lui, c'était d'aller au Stade de France. Et donc, du coup, j'ai une photo de lui où, tu sais, il a la mascotte de l'équipe de France, donc le poulet, de lui en train de taper. Ce manque de respect. Je suis obligé d'intervenir, mais là... Et en train de taper dans des buts et tout ça, il était mais comme un enfant. Il était sur le terrain ? Non, mais tu sais, quand tu fais la visite guidée du Stade de France, tu longes le terrain et après, quand même, pour que tu fasses joujou avec un ballon, et ils te permettent de faire des essais de tir et tout. Il était comme un fou, c'était trop mignon. Et l'année suivante, on reçoit Kobayashi, donc l'auteur de Ragnar Crimson. Donc voilà, c'est aucun intérêt cette digression, mais c'est pour dire que ces deux auteurs se sont suivis à Japan Expo et très sympas tous les deux. Est-ce qu'un jour vous allez recevoir l'auteur de Undead Unluck ? Parce que quand on lit Fire Force, il y a moyen de bien aimer Undead Unluck. Oui, le côté fun and fight. C'est vrai. Ouais, voilà. Ça marche super bien et le côté aussi univers assez travaillé. On reste pas juste sur la baston. Undead Unluck, on a vraiment le système de pouvoir qui est assez complexe. Oui. Et dans Fire Force, on a les thèmes qui sont assez complexes, donc on s'y retrouve vraiment sur un shonen sur lequel on se triture un peu la tête. Et mais tu l'humour. L'humour aussi, bien évidemment, et même au niveau de ce truc des pouvoirs, parce que dans Fire Force, c'est un petit peu enfermé dans on fait des pouvoirs que de feu. Et les pouvoirs de quelque chose dans Undead Unluck, là aussi finalement il s'enferme dans quelque chose qui lui permet d'être ultra créatif derrière. T'as une restriction à la base, mais au final qui sert à ouvrir, on va dire, les chakras sur pas mal de choses. Moi je vous proposerais bien aussi Seraph of the End, pour un petit peu aussi cet univers de fantasy. C'est vrai. Voilà. Voilà, pour je n'ai pas invité l'auteur, alors je ne peux pas rebondir là-dessus. Mais grand classique aussi, qui est toujours en cours et qui a un gros succès aussi au Japon. Après, en cas de coup de blues, vous avez terminé Fire Force, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais lire maintenant ? Il faut lire Psyren. Vraiment, très bon manga pour enchaîner l'un avec l'autre. Et on peut aussi s'intéresser à une ancienne assistante de Okubo. Oui, c'est l'autrice de Gachakuta. Oui. Voilà, qui effectivement est un peu une des dernières sorties actuelles. Et là, pour le coup, on voit vraiment la familiarité. La patte, grave. Et le sujet est plutôt chouette et tout. Donc, non, c'est un vrai bon manga. C'est un vrai bon shonen. On aurait beaucoup aimé avoir chez Kana, mais n'hésitez pas à le lire, ça reste une très bonne série. Petite digression, juste en littérature, parce que, bon, parler de Fire Force, on peut quand même faire un petit pont avec Fahrenheit 451 quand même, justement, avec cette espèce de critique de l'histoire en place, voilà, et parce que quelque part, et de ce que ça cache et compagnie. Et accessoirement. L'autodafé, tout ça. Voilà. Le feu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut recommander d'autre ? La transition facile vers la fin de Fire Force, c'est Soul Eater, en fait, tout simplement. Si vous avez kiffé Fire Force, allez vers Soul Eater, qui est la Oui, mais je pars du principe en fait, qu'on on l'a avait déjà dit lu. qu'on spoilait pas le tome 34 avant les recommandations. Merci Mathieu. Oui, j'ai rien spoilé du tout. J'ai dit allez lire Soul Eater, qui est très très bien aussi. Ouais. C'est ça. Oui, parce que dès le tome 8 ou 9, vous voyez d'ailleurs des morceaux de Soul Eater dans Fire Force, effectivement, avec ta fameuse lune. Qui arrive un peu loin, non ? C'est plus loin la lune ? Ouais, c'est 20. Non, ça arrive assez tôt. Ah ouais ? Ouais. C'est juste qu'elle est discrète. Ouais. Ah d'accord, j'avais pas vu ça d'ici. Je la vois que quand elle est vraiment obvious. Et alors, c'est quoi cette annonce-là qu'il y a eu ? Parce que là aussi, pour le coup, il y a moyen d'attendre. Alors, tu le fais ou je le fais, Stéphanie ? Je sais pas, j'hésite. On le fait ensemble. Allez, on est vraiment des foufous. Non, mais clairement, oui, si vous kiffez Fire Force, si vous kiffez le shonen, si vous kiffez tout ce qui est un peu baston, de l'univers vraiment travaillé, on peut que vous conseiller de garder vos sous et d'aller vers Kagurabashi, qui arrivera donc en février. Le 14 février 2025. Exactement, et qui est pour le coup... Saint-Valentin, histoire d'amour avec ton propre sabre, quoi. Exactement, c'est ça. Mais Poisson rouge, sabre, allons-y. Exactement, et donc, est vraiment un super shonen de baston qui va répondre vraiment à tous les codes de ce que vous pouvez kiffer et dans Fire Force, mais dans la majorité des shonen que vous lisez.
Donc on peut que vous conseiller d'y jeter un œil. Je pense que vous avez de grandes chances d'en être convaincu. Kagura Bashi, c'est donc le 14 février prochain. Voilà. Je pense qu'on en reparlera, Max. Oui, il y a moyen, effectivement. Nous voilà donc au moment où nous allons parler de la fin de Fire Force. Si vous ne l'avez pas lu, on va tout spoiler. Et donc là, on repart pour 1 heure d'émission, c'est ça que vous ne savez pas. Et alors, on repart pour 5 minutes d'émission. Oh, mince, j'ai essayé. Antonin, comment tu qualifies cette fin ? De très original et de penser dès le début. Et honnêtement, je vais reprendre une phrase d'un personnage, Sharon, le protecteur de Omea, qui dit c'est pas parce que c'est le climax de l'histoire que tu dois climax. Tu dois pleurer à fond. Et c'est beau. Voilà. Et je reconnais que ça va résumer une partie de ce qui se passe. Ça a un peu retourné tout le monde, cette fin. Voilà. Parce qu'il a pris les contre-pieds, encore une fois, des codes du shonen. Et je pense qu'il y a personne qui sort indemne de ce dernier tome. Moi, je trouve qu'elle est très maîtrisée. Parce que souvent, quand t'arrives quand même 30 tomes, ça commence à faire une longue série. Et parfois, on se dit, est-ce qu'il a pas un peu bâclé ? Bon, attendu. Mais là, comme tu dis, Antonin, très original, très maîtrisé. Et ah ouais, mais je m'y attendais pas du tout. Enfin, vraiment, tu finis et t'es heureux. T'es vraiment content, t'es pas déçu. C'est pour ça, moi, j'avais satisfaisant. Tu vois, en mots où vraiment, à la fin, tu termines le tome, t'as terminé l'histoire de Fire Force et il y a rien qui te reste en tête en mode, ah, j'aurais aimé qu'il non. Exactement. Voilà, c'est vraiment, Fire Force, c'est terminé, c'est bouclé, c'était incroyable. La fin est sublime et c'est au niveau vraiment de l'œuvre qui monte en crescendo. Voilà. J'en attendais pas mieux en fait. Parce que là ils arrivent tous, on sait que c'est la grande apocalypse à commencer, on sait qu'ils ont tous des pouvoirs cheatés à mort, ils sont arrivés, ils sont tous entraînés comme des malades. Alors l'entraînement quand même d'Arthur est à peu près mirifique. Là. Et on n'a pas parlé suffisamment d'Arthur, je suis désolée, justement. Je crois que nous n'en avons pas parlé. C'est quand même un des personnages les plus incroyables où au début tu te dis bon, il est un peu bête mais sympathique et à la fin c'est le roi Arthur quoi, c'est chevalier, c'est incroyable. Son à la potentiel, fin, ça devient ton personnage préféré en fait. Mais à la fin. Exactement. Alors qu'au début tu te dis bon, il est juste là pour le running gag, il va pas apporter grand chose. Finalement, en fait, Arthur, je t'aime. Voilà. Et en fait, voilà, c'est pas compliqué. Il y a 2 combats à la fin. Et en plus, Okubo a toujours été assez court dans ses combats dans Fire Force. 2 combats à la fin, un combat complet, un vrai. Enfin, comme celui qu'on attend, l'affrontement entre Dragon et Arthur. Alors, on passe tous les côtés mythologiques et compagnie. C'est la 2e fois qu'ils se revoient. Maintenant, Arthur, il est prêt à l'affronter et compagnie. C'est dantesque, c'est titanesque, ça prend un tome complet et tout. Et ça se finit en mode... Voilà. Et comme d'hab graphiquement avec Okubo, mais c'est époustouflant en fait. Canonissime. Et donc, oui. Il y a surtout cette surprise. Oui, effectivement, on avait des indices avant, mais on se rend compte que Fire Force est relié à Soul Eater. Alors, juste avant d'arriver à ça, parce que je voulais parler du 2e combat, en fait, parce que tout le monde attend la fight entre Shinra et qui met du temps à arriver, parce qu'il y a quand même 4-5 tomes où on se dit, mais il est où Shinra là ? On fait quoi ? Il se repose C'est ça. Et il revient, et au départ, il est face à Omea, puisque c'est les 2 antagonistes. Il dit, bon, ok, toi, à la Shinra, bon, ok, je vais te péter la tête et compagnie. Et en fait, il absorbe un pouvoir tel qu'il devient Dieu. En gros, voilà. Omea est quasiment sa némésis, donc c'est la même chose. Et ça va être un combat sans aucun coup porté. Voilà, c'est le tour de force de Fire Force. C'est qu'effectivement, à la fin, le boulot de Shinra, c'est de convaincre Omea qu'il y a de l'espoir et de lâcher le désespoir. Et c'est la couverture du 34 finalement, en fait, c'est résumé. C'est ça. Hop. Et c'est là où tu remarques cette appétence que Okubo a pour la mise en scène. Et quand il arrive et il réussit à faire une mise en scène telle que ce que tu décris, voilà. Ce dialogue ne t'ennuie pas. Tu n'es pas devant tu t'es pas assommé de textes, tu restes dans ta fluidité de manga. En plus, c'est sur la fin, donc t'es un peu sous pression, quoi. Et c'est où on arrive, et il est là, il dit, bon, il faut que je te convainque, c'est pas la peine que je te tape dessus, c'est pas ça qui va faire bouger les choses. Et quel moyen je vais réussir à trouver pour te donner de l'espoir? Et voilà. Et il fait ressusciter Shinra, donc effectivement le protecteur, là le père spirituel d'Omea et compagnie, et qui lui dit écoute, maintenant je vais te montrer que Charon, du coup il fait ressusciter Charon. Oui, moi aussi j'étais là, mince, j'ai encore loupé un truc. Il fait ressusciter Charon, voilà, le protecteur d'Omea, son père spirituel, voilà,
qui lui était prêt entre guillemets à cramer le monde pour que Oméa arrête d'entendre toutes les suppliques de souffrir autre à cause de l'humanité, en disant moi je préfère tout foutre en l'air, comme ça au moins elle aura la paix, quoi. Voilà. Donc déjà il y avait pas mal de preuves des liens qui les unissent tous ensemble, quoi. Et donc on arrive à mon point. Mais Fire Force, en fait, ça se passe avant Solitaire. Exactement. Tu vois dans le combat, quand t'as la page où tu vois Résonance des âmes avec son frère et sa mère, j'étais là en mode oh là là, c'est incroyable. Bon, déjà, t'as quand même une grosse confirmation que c'est bon, t'es bon, il n'y a pas que la lune, il n'y a pas que le soleil, là, t'es dans le même univers. Et après, évidemment, bah, c'est tout ce qui amène la création en fait, du monde de Solitaire que tu vois. Et toute la fin avec les parents de Maka, etc. Exactement, vraiment, t'as le clin d'œil à la fin où tu vois un peu les personnages principaux de Solitaire. Mais finalement, le vrai lien, c'est la création du personnage de Def, qui est vraiment super cool, qui est du coup ce qui va en fait sauver le monde de Fire Force, et Def qui arrive et voilà, qui va annuler entre guillemets la peur de la mort. Et après, déjà tu le vois, tu fais ok, surtout qu'il a pas du tout le même caractère qu'au début de Solitaire. Tu fais qu'est-ce qui s'est passé, et après donc tu vois la vraie fin où il fait un épilogue, et effectivement donc Def qui crée son fils de Kid, et tu vois Maka, tu vois tout le monde, tu vois Black Star, et là le fanboy que j'étais alors pour un petit peu introduire aux gens qui ne connaissent pas Solitaire et qui n'ont pas lu, en fait. Et ben voilà, c'est l'autre suite de Fire Force. La réponse de Shinra, qu'on s'appelle, à l'affrontement avec Oméa, c'est je peux pas changer la société, donc je vais changer le monde et changer le paradigme du monde. C'est-à-dire que c'était un monde, voilà, c'est un monde qui était tourné autour de la vie. Il dit je vais le tourner autour de la mort. Tout le monde a peur de la mort, simplement parce que c'est ça qui entraîne le désespoir, c'est cette peur-là. Donc je vais annuler la mort, en fait, je vais la repousser. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes blessé, s'il se passe quelque chose, vous allez vivre de façon un peu absurde, avec une tête en moins ou quelque chose comme ça, et c'est ça qui va repousser la mort, et la vie continue, en fait. Voilà. Et vous imaginez qu'on est parti de torche humaine pour en arriver là? C'est fou. Voilà. Ces gens sont des génies. Ah non, c'est un vrai génie. Il ramène de l'absurde, il tourne un peu les choses en dérision pour dire voilà, il n'y a plus de mort, justement, on va tous pouvoir vivre en paix, entre guillemets, sans cette barrière-là. Et d'un coup commence effectivement le nouveau cycle de Solitaire qui se met en place avec cet univers tourné autour de la mort et des faucheurs. Voilà, maintenant j'ai hâte de voir le préquel de Fire Force. La prochaine série de Okubo, j'espère. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il sera capable de faire une 3e série? Et est-ce qu'il va la relier surtout? C'est ça. C'est un défi qui va se faire, de vouloir vraiment avoir toute son œuvre qui est finalement dans un seul et même univers. Là, j'avoue, j'ai hâte. J'ai hâte déjà de relire Solitaire, honnêtement. Et moi aussi. Voilà. Moi aussi. Et honnêtement, de me dire qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. Voilà. En fait, on aurait dû faire une émission que sur la fin de Fire Force, parce qu'on doit déjà se quitter. Fire Force, c'est donc 34 tomes entièrement disponibles, avec un tome 34 disponible en édition collector s'il en reste. Exactement. Et à quand même dire que Fire Force n'est pas terminé non plus en animé, parce qu'il va y avoir la suite de la saison qui arrivera en octobre 2025, et la partie 2 ou saison 3. C'est saison 3. Saison 3 qui sera aussi en janvier 2026. Donc c'est un peu long, mais ça nous permettra de nous replonger dedans et de revoir tout ça. Exactement. Et la semaine prochaine, vous retrouverez donc la version longue de notre aparté avec Julien Bouvard. Merci à tous pour votre écoute, et puis n'oubliez pas un commentaire, une note, des petites étoiles, c'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission sur vos applis de podcast favorites. Merci de nous avoir écoutés. Salut à tous. Merci tout le monde. Merci Okubo. Bye bye. Bye.